Il est 19 h, vous faites bien de nous choisir. Le grand rendez-vous prend ainsi place. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Bien, bonsoir. Installez-vous confortablement. La chaîne BB24, c'est elle que vous suivez en ce moment. Votre émission ce soir vous réserve 4 plateaux. On parle dans Autant Savoir d'une catégorie d'usagers de la route, les piétons, prévenir et éviter les dangers de la route. C'est aussi la maîtrise des droits et devoirs de chacun en circulation. Quelles sont les obligations et les droits des piétons? Des éclaircissements vous seront apportés avec notre invité. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Tout le monde entre dans la frénésie des dépenses à tout vent pour le bonheur de la famille. Le bonheur de la famille, oui, mais bien géré. Le budget est encore mieux. Comment s'y prendre? Le coach en business consulting que nous allons faire entrer dans ce cercle ce soir nous oriente dans la rubrique Espère. Retrouver leur forme après accouchement, eh bien, c'est le souci ou le rêve des femmes. Les pratiques de nos grands-mères sont-elles encore les bonnes? On va le découvrir sans plus tarder. Et puis, comme si de rien n'était, et pourtant, elle est bien là et peut-être même présente dans nos plats. La peste lapine ou même l'épidémie lapine sévit et les éleveurs ne savent plus à quel sein se vouer. Mais que font exactement les autorités face à cette situation de crise? On reçoit dans un instant le directeur de l'élevage. Le journal, le 1945, vous l'aurez dans cette édition. Voilà, chers amis téléspectateurs, le contenu de cette émission de ce soir du mercredi 11 décembre 2019. Tout de suite, le monde agricole. Ils sont déjà installés. Marcel Gbetoro, bonsoir. Bonsoir Karamata Gbetaou. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. En face de vous, votre invité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le directeur de l'élevage. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Alors avec vous, nous allons parler de l'épidémie des lapins. Nous, on disait la peste lapine. Vous nous direz qu'est-ce qui fait la différence tout à l'heure entre une épidémie et une peste. Mais avant d'entrer dans le débat à proprement parler, nous allons ensemble regarder ce travail que Marcel Gbetoro a pu concocter pour nous. J'ai perdu 565 lapins. À moins de 6 jours, tout est mort comme ça. J'ai perdu au moins 300 têtes. Y compris les lapéraux, même les mères enceintes, tout. Les 495, il ne reste que les 6. Ce qui se passe ici, c'est déjà passé un peu en 2001, puis en 2015 et maintenant en 2019. Il s'agirait, parce qu'en 2015, on nous avait dit qu'il s'agissait de la maladie hémorragique virale du lapin. Lorsqu'on dit virale, ça veut dire que c'est une maladie virale qui ne peut pas se guérir. On doit prendre des mesures de prévention. Mais en 2001, c'était au Sécurité même que les gens avaient constaté tout cela. Et il y avait une association qui s'appelait ABEC. Et le professeur Poulécon avait importé des vaccins.
ils avaient fait la dose à 50 francs. Je pense que tout le monde avait fait le vaccin en ce moment-là de façon promotionnelle. En 2015, après identification, ils nous ont dit que c'est un virus. Le virus, qu'est-ce qu'on en a fait? Je n'en sais rien. Mais ils ont amené des vaccins qui ont coûté trop cher. D'abord, la dose, c'était à 500 francs. C'est bien après qu'ils ont ramené le prix à 250. Mais à 250, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, d'information au niveau des éleveurs pour que tout le monde puisse faire. Parce que lorsqu'il y a déjà le foyer et que vous ne savez pas faire, vous faites la vaccination, elle ne marche pas parce qu'il y a déjà des sujets en incubation et vous entraînez rien que des catastrophes. En 2015, il nous a dit d'aller payer le produit de vaccin de VHD. Et j'étais parti moi-même à la direction de l'élevage. Et j'ai été là-bas, pris ça à 18 000 francs, 20 doses. Et j'ai pris au moins 4 boîtes. Et j'étais arrivé faire les vaccins pour tous mes lapins. Malgré ça, à peine 1 mois et demi, tout est parti. C'est une maladie virale. Il n'y a pas une précaution curative. Les mesures préventives, c'est de respecter la biosécurité. Ils doivent désinfecter totalement les exploitations et mettre leur élevage en quarantaine jusqu'à ce que le nouveau vaccin sera disponible et nous allons nous rapprocher des représentants de chaque association des cuniculteurs pour leur indiquer les mesures à prendre. Ce que moi j'avais eu, ce n'était pas la peste, mais c'est la gale par exemple. Et dès qu'on a constaté, on a acheté les produits nécessaires pour pouvoir les traiter. Seulement, ceux qui vendent ces produits-là, par moment, ils proposent les vaccins pour prévenir ces genres de peste. Donc il faut vraiment aller vers eux. Moi, ils m'avaient averti déjà pour dire qu'il se pourrait que cela arrive. Donc ils m'ont donné de façon gratuite un échantillon. Et lorsque vous administrez maintenant, vous pouvez maintenant acheter pour le reste. C'est d'abord au niveau des éleveurs eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à faire la chose correctement comme on devait le faire. Donc il manque la formation, il manque le renforcement de capacité au niveau des éleveurs eux-mêmes. Je ne suis pas découragé. Donc je prétends recommencer encore en 2020. Ça ne me plaît pas de laisser. Ça me plaît de continuer correctement. Voilà qui est plutôt encourageant, des acteurs qui sont prêts à continuer malgré les difficultés. Les consommateurs, eux, de toutes les façons, les consommateurs de la viande de lapin sont inquiets face à la résurgence de ce mal qui continue malheureusement de frapper, à en croire le directeur de l'élevage qui va revenir justement là-dessus tout à l'heure. Tout le monde veut savoir, Marcel Betoro, si la situation à l'heure où nous parlons est sous contrôle. Que font exactement les autorités en charge de la question de l'élevage? C'est de cela qu'il va s'agir. Marcel Betoro, rebonsoir à vous. Bonsoir Karamata Gbataou, bonsoir également à vous, chers amis téléspectateurs. Bonsoir également à vous, directeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je dirais tout droit au but. Est-ce qu'il s'agit d'une peste ou d'une épidémie? Merci. Nous sommes face à une épidémie parce que courant septembre 2019, des informations faisant état de mortalité massive de lapins sont parvenues du terrain à la direction de l'élevage. Je peux dire que, au regard des taux de mortalité enregistrés, la situation était critique. Était, donc ne l'est plus. Plus ou moins, la situation est sous contrôle, d'autant plus que l'épidémie est en train d'être circonscrite et contrôlée. Mais toutefois, il faut dire que nous ne sommes pas encore à la fin. Du danger. Mais est-ce que l'épidémie est générale ou bien c'est une partie du Bénin qui est touchée? Oui, il faut dire que l'épidémie est essentiellement concentrée dans le sud et surtout dans les départements de l'Atlantique, du littoral
et de l'OME. Et quel bilan peut-on faire actuellement face aux dégâts? Oui, ces statistiques sont en train d'être montées vers nous. Et ce qu'il faut dire, c'est que les déclarations qui ont été faites, surtout dans les 3 départements et qui nous sont parvenues, à ce jour, nous sommes autour de 2200 têtes de lapins qui sont déjà mortes. Est-ce à dire qu'on va plus enregistrer de décès à partir de cet instant-là? Pas forcément, parce que l'une des mesures prises lorsque l'information nous était parvenue, c'est ce que nous appelons mesures conservatoires. Et comme vous le savez très bien, au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, nous avons 12 directions départementales. Okay. Et cette direction se charge essentiellement de l'encadrement des producteurs. Outre ces 12 directions, nous avons 7 agences que nous appelons Agences territoriales de développement agricole, ATDA. Ces agences interviennent également dans la promotion des filières. Il s'était agi d'adresser les mesures conservatoires pour circonscrire l'épidémie, parce que nous devons, en temps de crise sanitaire, éviter les déplacements d'animaux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a certains éleveurs, dès les constats des premiers cas de mortalité, ils peuvent sortir les lapins de leur élevage et les céder. Et du coup, ils transportent le virus ainsi de leur cheptel à une autre cheptel. Donc, ces mesures-là font que les déplacements sont interdits. Mais est-ce que le mal était prévisible? Est-ce qu'après l'épidémie de 2015, il était prévisible que l'épidémie du lapin revienne encore? Merci pour cette question. Ça me permet de faire quelques précisions sur ce que nous appelons situation épidémiologique de la maladie. Il faut rappeler qu'au regard des mortalités enregistrées, nous sommes probablement en face de la VHD, de la maladie hémorragique virale du lapin. Comme en 2015. Mais la nuance ici, c'est que nous sommes probablement en face d'un virus mutant. Pourquoi? Parce que le virus de la VHD, de façon classique, sévit chez les sujets adultes et subadultes déjà autour de 2 mois et demi, 3 mois. Okay. Mais dans cette crise, même les sujets de 2 semaines les bébés, ont été atteints, les lapéros. C'est ça. Donc, ce qui fait penser à un virus mutant. Mais mieux, il faut dire que cette maladie est endémique dans certains pays limitrophes du Bénin. Okay. Et la mauvaise pratique de certains éleveurs, c'est d'introduire des reproducteurs de ces pays sans passer par la direction de l'élevage. Par conséquent, on ramène tout simplement. On ramène. Et il faut dire que nous traînons cette situation depuis 2015. Mais que fait le ministère? Si nous traînons cette situation depuis 2015, que fait le ministère pour quand même limiter les dégâts? Parce que si on est averti, on peut prévenir. C'est ça le rôle du ministère aussi. C'est un peu ce que je disais. Le ministère ne pourra pas contrôler chaque éleveur individuellement. Les procédures indiquent que lorsque vous devez importer un animal vivant, vous devez vous rapprocher des services compétents pour avoir les documents sanitaires. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que les éleveurs le savent? Bien sûr. Comme je l'ai dit, en réalité, nous avons connu la crise de 2015. Nous avons eu des séances en ce temps avec l'ABEC et tous les autres éleveurs. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que nous nous activons lorsqu'il y a des crises. Ouais. À titre d'exemple, pour faire face à cette maladie, des vaccins ont été importés. Au titre de 2018, nous avons importé 3000 doses de vaccins. Mais je peux vous dire que près de 2000 doses sont allées en péremption. Lorsque la crise survient, les gens achètent le vaccin, mais dès qu'il y a accalmie, tout le monde se rétracte. Alors, et que faites-vous pour décourager ces genres de choses? Merci. Oui. Comme je l'ai dit, les services vétérinaires ne sont pas que l'État. L'État travaille de concert avec des vétérinaires privés. Donc, lorsqu'il y a des situations de crise sanitaire, surtout au niveau des lapins,
nous réunissons non seulement les associations des éleveurs, mais également les vétérinaires privés qui sont plus proches des éleveurs. Mais aussi, nous travaillons avec les structures déconcentrées du ministère qui sont sur le terrain. Mais il faut dire que la grande question, c'est la question de la professionnalisation. Nous n'avons pas assez d'élevage cunicole aux normes. Vous pouvez tout faire. Un élevage doit être aux normes pour éviter l'introduction des maladies. Ces normes répondent à quoi concrètement? Qu'est-ce que vous mettez dans les normes? Déjà, le premier principe, c'est avoir un habitat pour son élevage. Construire un habitat et le matériel d'élevage doit être du matériel... Pour le lapin, par exemple, ce sont des cages grillagées. On va faire un plateau pour que vous expliquiez aux éleveurs réellement les dispositions à prendre pour commencer l'élevage. Mais déjà, les lapins atteints, qui ont été déclarés atteints du virus, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que le constat sur le terrain, la descente, il y en a qui ont creusé juste un trou et qui ont déposé ces lapins dedans. Est-ce que le Béninois que nous sommes, nous devons craindre d'être contaminés par ce virus-là? Merci. Il faut dire que la suspicion de VHD est toujours d'actualité et les prélèvements ont été envoyés hors de nos frontières dans des laboratoires de référence comme cela est indiqué de l'Organisation mondiale de la santé animale. Nous attendons les résultats. Mais surtout, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une maladie transmissible à l'homme. Ce n'est pas une zoonose. Mais pour autant, on ne va pas demander de commercialiser les lapins qui sont malades. Donc, ce qui est demandé, c'est que les animaux malades ne doivent pas être commercialisés et ceux qui sont morts doivent être enfouis dans de la chaux vive. Et pour finir notre entretien, qu'est-ce que le ministère a apporté comme soutien de façon précise aux victimes, à ces éleveurs qui ont été atteints? Merci. D'abord, il faut dire qu'au niveau des structures déconcentrées, au niveau des DDAEP et ATDA, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de communication. En temps de crise, ce n'est pas la communication excessive qui fait le problème. Il y a eu des communications de proximité pour travailler avec les acteurs à la base. Quelles sont les mesures de quarantaine et quelles sont également les dispositions à prendre pour éviter la propagation. Merci beaucoup, directeur de l'élevage, monsieur le directeur de l'élevage, Yao Akpo. Elle a bien dit tout à l'heure, vous aurez plus largement le temps de revenir sur ces détails, alors là, très, très importants et qui concernent l'élevage des lapins. Il le prend, c'est sûr, son silence en dit long et ça veut dire oui. Pour il va revenir. Bien sûr, je suis prêt. Merci beaucoup à vous, Marcel Gbetoro, pour cet entretien. Merci aussi à vous, monsieur Yao Akpo. Et voilà, vous n'avez pas à craindre, en tout cas, de toutes les façons. Vous avez entendu le directeur le dire. Si vous êtes éleveur de lapins, il vaut mieux ne pas essayer de mettre sur le marché vos lapins déjà atteints de cette épidémie. Nous allons tout doucement nous orienter vers nature et bien-être et regarder du côté de Yasmine Damata. L'après-accouchement n'est toujours pas une étape facile pour les femmes. Elles rêvent toutes de retrouver leur forme initiale. Dans certains pays africains, les astuces de grand-mère continuent d'avoir droit de citer. Mais ces astuces sont-elles toujours bonnes pour la santé? Madame Annick Nonoou revient encore aujourd'hui pour nous en dire quelque chose. Mais avant, nous allons écouter ce micro-trottoir qu'a pu réaliser pour nous Victoire Rongan. Pendant 1 mois jusqu'à 2 mois, après l'accouchement, on m'a bien massé le corps avec de l'eau chaude. Chaque matin, je prends de la bouillie, de l'eau préparée avec polo pour évacuer le reste du sang qui est resté dans le ventre. On appuie le ventre et après ça, on m'attache avec du paille pour que le ventre ne soit pas trop gros. Après avoir accouché, il faut que tu apprennes à attacher le ventre. Il faut aussi que tu prennes ton bain avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude, tu te fais masser tout le corps
surtout le ventre, pour pouvoir le comprimer. Ce faisant, tu réussiras à maintenir ta forme après l'accouchement. C'est important de prendre les tisanes et de prendre soin de son bébé et de soi-même. Même nous remarquons que les jeunes filles aujourd'hui refusent de prendre les tisanes. Même la pâte, elles refusent de manger. C'est très mauvais. À notre époque, lorsque nous accouchions, nos mères nous faisaient asseoir sur des pots remplis d'eau chaude. Ainsi, tu reçois toute la vapeur de l'eau chaude au fond de toi. Elles font préparer de la tisane qu'elles te font boire après chaque repas. Ceci facilite la montée du lait au niveau des seins. Il est aussi important de prendre soin de soi physiquement, se réveiller tôt le matin pour les petites tâches ménagères, mais également maintenir sa chambre propre. C'est aussi bien de manger chaud. Il faut prendre de la bière, mais de la bière non fraîche. Parce que chez certaines femmes, les seins ne produisent pas suffisamment de lait. Les bonnes dames vendeuses de tisanes dans les marchés aident à régler ce problème en proposant certains produits. Très bel élément, en tout cas, en matière d'information. Et je retiens là que l'après-accouchement pour la femme, ce n'est pas que sa forme uniquement, mais c'est aussi l'alimentation du bébé. Et nous avons entendu ces chères dames qui ont pu partager avec nous quelques informations, comme quoi il faut prendre de la bière, il faut prendre ci pour la montée facile du lait vers les seins. Merci Yasmine pour le choix de ce sujet. Et quand on parle de maintenir la forme, tout de suite, toutes les femmes sont intéressées. Bonsoir Taramata Bataou. Amis téléspectateurs, bonsoir. Madame Annick Nonoou, bonsoir à vous. Bonsoir, hier, on était sur ce plateau. Aujourd'hui, on y est encore au rendez-vous pour toujours accompagner nos femmes après l'accouchement. Vous avez suivi ces différentes interventions. On ne va pas directement en parler. Déjà, on veut bien savoir quels sont les changements physiques que la femme peut avoir sur son corps après accouchement. Oui, parlant de changements physiques sur le corps de la femme qui a accouché, nous pouvons déjà évoquer la descente de son ventre. Vous savez, les gens pensent que quand on accouche, le ventre devrait s'aplatir, mais le ventre demeure rond. Mais il n'est plus rehaussé comme si l'utérus était plein. Ça s'affaisse, mais c'est toujours rond. Et ça va prendre des jours avant de reprendre sa place. Au niveau des seins, vous allez constater que les seins augmentent de volume et c'est normal. Cela sera lié à l'augmentation du volume de lait dans le sein. Donc, on parlera de montée laiteuse peut-être au 3e jour. Et en dehors de cela, il y a des changements quand même qui sont rares, mais qui arrivent dans certains contextes. Nous pouvons parler de l'hémorroïde qui apparaît chez certaines femmes qui ont eu un travail long et difficile. Nous pouvons aussi évoquer le baby blue, qui est une forme de dépression passagère, où la femme a une alternance de joie profonde et de tristesse élevée. De tout ça, quels doivent être les bons gestes que la femme doit avoir juste après l'accouchement? Moi, en tant qu'agent de santé, j'aimerais bien sûr parler déjà de quelques gestes de la sage-femme avant d'aborder les gestes de la femme, parce qu'il faudrait quand même respecter les protocoles pour sauver des vies. Du coup, tout juste après l'accouchement, le premier geste que la sage-femme doit poser, c'est de déposer l'enfant sur le ventre de sa mère. Le pot à pot, qu'on appelle méthode kangourou. Ça permet la mise au sein précoce. En dehors de ça, on doit retarder la section du cordon ombilical. Parce que ça, c'est de nouvelles pratiques que les gens ne pratiquent pas souvent. Excusez-moi la tautologie, mais on est obligé d'y aller comme ça. Et c'est vrai qu'après ça qu'on pourra faire la délivrance.
Parce que vous avez constaté qu'après un accouchement, les gens s'empressent par rapport à la sortie du placenta. Oh, c'est une mauvaise pratique. Okay. Et maintenant, après la délivrance, le placenta n'est pas à jeter directement dans le pot. Il faut le recevoir dans un plateau, l'examiner pour voir s'il n'y a pas de manque de cotylédon, s'il n'y a pas de problème, etc. D'accord. Et poursuivre la surveillance rigoureuse, que nous appelons surveillance GADPA, pendant 6 heures de temps d'affilée, la sage-femme doit être présente. Surveiller les constantes et tout ce qu'il faut. On ne pourra pas détailler ici par manque de temps. 6 heures d'affilée? Bien sûr. Toutes les 15 minutes. À un rythme de toutes les 15 minutes pendant 2 heures, toutes les 30 minutes pendant 1 heure et toutes les heures pendant 3 heures. Et là, j'en viens par rapport à la femme. Oui. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Oui. Par rapport à la femme, son premier geste, c'est de réclamer son bébé. Parce que si la femme sait qu'elle doit réclamer son bébé, même si la sage-femme oubliait, la maman dit « Ah, lorsque je suivais ma grossesse, on m'a dit aussitôt le bébé sorti, s'il se présente bien, s'il n'y a pas d'autre problème, c'est qu'elle doit recevoir son bébé. » Le deuxième geste, c'est de mettre le sein à la bouche du bébé. Parce que les gens pensent qu'il faudrait que le lait sorte avant qu'on ne mette le bébé, alors que c'est la succion qui crée l'éjection du lait. Du coup, quand la succion est retardée, le colostrum, le premier lait qui est jaune, qui protège le bébé, ne sortira pas vite. Et puis la montée laiteuse aussi sera retardée. On a suivi dans l'élément témoin de certaines femmes dire qu'il faut prendre de la bière pour que le lait puisse couler réellement. Vous, en tant que sage-femme, vous en dites quoi? Est-ce qu'il faut prendre réellement de la bière? La femme, l'accouchée ne doit jamais prendre de la bière. Vous n'êtes pas sans savoir que ni la gestante, ni l'accouchée ne doit pas prendre de l'alcool, parce que ça impacte négativement la santé de la mère et de l'enfant. Et si nous savons très bien que dans la bière, il y a de l'alcool, on devrait quand même interdire, expliquer à la femme que ça ne fera pas du bien pour son organisme. J'espère que le message est perçu. Et là encore, je voudrais parler aux collègues, à certains collègues sages-femmes qui commencent déjà à dire au mari, « Oh, mi robiawa, mi jebiawa ». Ils n'ont qu'à arrêter à partir d'aujourd'hui. C'est une mauvaise pratique. C'est des normes normalement, historiques. la bière, là, c'est pour... Oui, c'est historique, nuisible pour la santé. Il faudrait qu'on l'abandonne. Justement, parlant d'abandon, je me demande, parce que Yasmine Damata, les femmes... bonnes pratiques. Oui, on entend souvent dire que quand on finit d'accoucher, les femmes, c'est directement de l'eau chaude, de la toilette avec de l'eau chaude, même si ce n'est pas à 100 degrés. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut réellement pour la femme? C'est une très mauvaise pratique. Voilà. C'est une très, très mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que d'abord, la femme qui s'assoit sur de l'eau chaude va se faire brûler. Parce que quand l'eau est chaude, il y a la vapeur. Oui. Maintenant, recevoir cette vapeur au niveau de son appareil génital, notamment au niveau de la vulve, ça ne va pas aider la femme parce que cela va détruire sa flore de Dodeyland. Et quand on parle de flore de Dodeyland, pour expliquer simplement aux femmes, c'est que tout ce qui est là et qui est comme l'armée pour protéger le cesse contre les infections, c'est détruit. Et quand c'est détruit, c'est que la femme est exposée à des infections. L'autre chose, quand vous prenez du sang et vous mettez de l'eau chaude, ça se coagule. Ça se coagule. Donc, pensez qu'en s'asseyant sur le pot, tout ce qui est là-bas va sortir, c'est une fausse idée. Bien au contraire, ça ne rend pas service aux femmes. Yasmine, ça entraîne des infections. Oui. Alors, l'eau chaude, mais au moins on peut mettre de l'eau chaude sur le ventre pour le corps de la femme, pour masser le corps de la femme. Pas de l'eau chaude, de l'eau tiède. De l'eau tiède. De l'eau tiède. Pour qu'elle ne prenne pas froid, c'est tout. Bien sûr. Parce que les pratiques telles qu'on en entend parler, c'est vraiment de l'eau vraiment bien chaude. Non, mais quand c'est chaud, la femme transpire, elle tombe dans l'hypoglycémie, elle se déshydrate et parfois elle s'évanouit. Et on nous donne parfois même de la tisane chaude. Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de médicaments prescrits pour renforcer la femme? Il faut forcément la tisane pour qu'elle puisse évacuer ce qu'elle a à l'intérieur. Encore que les gens m'en excusent, mais moi je ne suis pas d'accord pour les tisanes. Parce que là, ça va impacter négativement la fonctionnalité des reins. On ne sait pas comment se préparent les tisanes, quel est le volume utilisé, quel est le nombre de plantes, etc. Donc, il vaut mieux prendre de l'eau simple. La femme, quand elle accouche, elle doit prendre au moins 3 litres d'eau par jour. Ça va l'aider à bien allaiter son enfant et puis faciliter. Et quelles sont les alternatives à l'eau chaude aujourd'hui si on doit tourner dos à ces pratiques de nos grands-mères? Vous savez, c'est difficile aussi parfois de tourner dos aux pratiques. Donc, vous pouvez dire à la femme de prendre de l'eau tiédie. L'eau tiédie, ça lui fera du bien. Mais interdit l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, non, c'est pas normal.
Et ça, c'est une violence physique. Une violence physique. Oui. Voilà, et attacher le ventre, on en a vu dans une image tout à l'heure où on a serré le ventre de la femme qui vient d'accoucher pour aplatir. Comment garder la ligne après l'accouchement? Comment la femme peut garder la ligne? Pour garder la ligne, la femme doit demeurer amie de sa kinésithérapeute. Parce qu'il y a des mouvements à apprendre et ça donne de la tonicité aux muscles abdominaux qui étaient entre-temps relâchés par la surdistension utérine. Mais attacher le ventre, c'est une erreur. Parce que quand vous rencontrez les kinésithérapeutes, ils vous expliquent que ça renflaque ses muscles et au lieu que le ventre retourne à sa forme initiale. J'espère, Madame Nono, vu que le temps il est très vite passé, on ne l'a pas vu passer, j'espère que vous allez trouver un autre créneau, Yasmine Damata, tellement le sujet il est intéressant. Et j'espère que vous allez pouvoir trouver les mots pour aller sur le terrain et parler de ces questions de santé à nos chères tantes qui sont dans les villages, à nos chères mamans, parce que ces pratiques continuent toujours là-bas. On se met d'accord. Merci beaucoup, Madame Annick. Il ne faut pas prendre de la bière quand vous venez d'accoucher pour le lait maternel. Voilà. Ne prenez pas de la bière, prenez de l'eau, beaucoup d'eau. De l'eau chaude aussi. Merci beaucoup, Yasmine Damata, pour ce sujet qui est très, très intéressant. J'espère que le message, il est bien perçu. Nous allons refermer tout doucement les portes de nature et bien-être et puis regarder avec notre expert. Il s'appelle Alès Balogun. C'est un visage qui ne vous est pas étranger. Vous aurez le temps de le constater. Alès Balogun, bonsoir. Bonsoir. Bien free, ce soir, on s'approche tout doucement des fêtes de fin d'année. Et quand on parle de fêtes de fin d'année, ça sous-entend les dépenses au pluriel, où on court dans tous les sens. C'est un budget. C'est un budget carrément à part. Et il y en a même qui commencent déjà par économiser dès, comment appelle-t-on, en début d'année, pour ne pas être en retard par rapport à certains rendez-vous clés, surtout quand ça concerne les enfants. Bonsoir, Monsieur Balogun. Bonsoir, Madame Karamat. Alors, dites-moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce que c'est quasiment impossible pour nous de faire des achats pendant les périodes de fête? Ce n'est pas impossible, c'est juste que c'est sage de faire vos achats avant les périodes de fête parce que les choses deviennent plus chères et en plus vous-même vous êtes stressé. Donc c'est encouragé, c'est conseillé de faire vos achats le plus tôt possible. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire vos achats, au moins faites un plan de dépenses. Ce qu'on appelle le budget. Donc, faites la liste de tout ce que vous voulez avoir avant la période des fêtes. Évitez les surprises désagréables. Donc, faites déjà la liste des priorités, des choses qui sont très importantes que vous devez acheter et faites un budget. Et si c'est possible, ce qui est conseillé, commencez par faire vos achats actuellement, tout de suite même. Et si tout de suite, c'est à partir de quand? C'est maintenant? C'est à partir de maintenant. D'accord. Oui, c'est ce qui est conseillé. Est-ce qu'on peut tout acheter? Justement, c'est parce que c'est en se lançant dans un tourbillon de courses à n'en point finir qu'on tombe sur des objets attrayants et sur lesquels on ne peut pas passer facilement et difficilement on arrive à faire des économies. Dites-nous un peu, est-ce qu'on peut se passer de certains achats? Oui, il y a des achats que vous ne pouvez pas éviter. Vous êtes obligé d'attendre vers la fête parce qu'il y a aussi des choses qui vont sortir à quelques jours de la fête qui seront vraiment intéressants que vous devez acheter. Mais comme j'ai dit, faites une liste des priorités et ce que vous voyez maintenant que vous pouvez payer, allez-y. Ce que vous ne pouvez pas, après pourquoi pas. Mais le plus important, c'est déjà d'avoir une liste de... Est-ce que vous pensez qu'il y a une liste? Maintenant, on n'est pas obligé de tout avoir. Oui. Évitez ce qu'on appelle en anglais impulsive spending. Oui, des dépenses impulsives. Donc, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout acheter. Et vous savez, il y a un lien entre les dépenses et nos sentiments. Oui, le sentiment, c'est « oh, j'ai envie ». Oui, il faut faire la différence entre l'envie et le besoin. Et le besoin. Oui, vous avez envie d'avoir quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais s'il se fait que nous avons des besoins qui sont, entre griffes, incontournables, mais qui sont vraiment à remplir toute une liste, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On peut trier. Encore? Oui, ça fait un. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est chercher des alternatives.
Oui, j'ai un besoin pour acheter telle chose parce que ça va me servir à telle chose, mais est-ce que je ne peux pas remplacer cette chose? Est-ce que je peux pas avoir... Il y a souvent les traditions. Chaque année, on a l'habitude de faire ça et on doit le faire. Chaque année, j'ai l'habitude d'acheter des cadeaux de telle sorte à mes enfants et je dois le faire. Oui, vous devez le faire, mais est-ce qu'on ne peut pas remplacer? Est-ce qu'on ne peut pas changer? Est-ce qu'on ne peut pas chercher quelque chose qui coûte moins cher parce que les factures vous attendent en janvier? Voilà. Oui, le propriétaire ne sait pas si vous avez fêté. Il ne saura pas si vous avez fêté. L'école aussi, pour les frais de scolarité de vos enfants, ils s'en foutent de fête. Donc, d'autres même, à partir du 3 janvier, 4 janvier, il y a déjà les factures qui viendront, qui vous attendent. Donc, si vous dépensez tout, même dans la Bible, c'est conseillé de ne pas tout dépenser. Si vous dépensez tout, vous allez faire face à ces choses-là en janvier. Quand on parle de fête de fin d'année, M. Balogun, on est tous d'accord que c'est aussi bien le Noël, ça dit 25 décembre, c'est la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, et puis qui s'étend au 1er janvier. C'est vraiment plusieurs couches de la société, en l'occurrence les enfants. Justement, quand vous parlez tout à l'heure de sac, on doit acheter peut-être un sac ou le cadeau qui est aujourd'hui presque une prescription pour chaque parent aujourd'hui qui doit acheter un cadeau pour son enfant. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser tomber ce cadeau et lui faire autre chose? Oui, je pense que ce n'est pas une obligation. Et il y a un piège, souvent on a aussi envie d'impressionner les gens. Oui, quelqu'un dit, vous utilisez l'argent qui ne vous appartient pas pour impressionner ceux qui ne vous aiment pas. Donc, on utilise notre argent, nos ressources pour impressionner les gens. Je veux montrer que je vais impressionner les gens. Il faut que les gens voient que mes enfants aussi s'habillent bien. On veut les... Alors que c'est des personnes même que vous détestez. Le tour, le shopping des grandes boutiques où on n'arrive pas à résister à certaines choses. Oui, et c'est surtout pas pour se faire vraiment plaisir. Des fois, c'est juste pour montrer aux gens que y a son dokwe. Et on n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas vraiment de plaire à l'autre et ensuite se créer des ennuis. Justement, comment... Vous savez ce que moi j'ai constaté ce qui est intéressant, c'est que celui que vous voulez impressionner, peut-être que lui, il avait déjà épargné 1 million ou 2 millions pour le mois de janvier. Et ce qu'il dépense, c'est le reste. Mais vous dépensez sans savoir ce que lui, il a déjà épargné. Et vous dépensez pour faire une comparaison, pour faire une compétition. Vous voyez, on est en compétition, alors que vous ne savez pas ce que lui, il a... Alors qu'on ne gagne rien à se comparer à quelqu'un d'autre. On paie plutôt. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas entrer dans ces pièges-là. D'accord. Et justement, comment faire pour éviter ces pièges et en même temps pouvoir garder un peu de sous à côté, pouvoir faire face aux dépenses du mois qui suit, c'est-à-dire janvier? Oui. Il ne faut pas dépenser avant de faire la liste. Il faut d'abord faire la liste avant de dépenser. On dit aussi n'épargnez pas avant de... on dit aussi ne dépensez pas avant d'épargner. Épargnez d'abord, prenez une somme, mettez ça à côté avant maintenant de commencer à dépenser. Si vous faites l'erreur de commencer à dépenser sans d'abord mettre de l'argent à côté ou savoir ce que vous voulez dépenser en cette période de décembre, par exemple, je prends un salarié. Vous savez que vous avez 100 000 francs à la fin du mois. Le 29, le 25, ça dépend de la date du paiement. Donc, quand vous savez que vous avez 100 000 francs, dans les 100 000, maintenant, à la maison, faites un budget que je vais dépenser 75 000 avant de décider. Parce que si vous dites, OK, je vais acheter cette chose, ça peut aller jusqu'à 150 000 ou même 200 000. Et vous allez dire, mon salaire ne suffit pas. Mais pourquoi ne pas dire, cette fin d'année, je vais dépenser 75 000 ou je vais dépenser 50 000. Donc, je mets 50 000 à part ou 25 000 francs à côté. Maintenant, avec les 50 000 que j'ai, qu'est-ce que ça peut acheter? Et justement, est-ce que le budget, il est fonction de la taille de la famille ou bien vous pensez qu'on peut avoir un budget standard à consulter ou bien, enfin, pour n'importe quelle famille, une famille modeste comme une famille opulente? C'est pas trop, monsieur Balogun? On peut avoir un budget standard, mais le plus important pour chaque individu et chaque entreprise, c'est deux choses. Un, chercher à réduire les dépenses et chercher à augmenter les entrées. Parce que plus on réussit à réduire les dépenses, on fait plus on a, exactement. Mais le problème souvent c'est quoi? Même quand quelqu'un est payé à 100 000 francs et qu'on lui dit tu as un bonus de 20 000 francs ou on augmente ton salaire, en même temps il augmente ses charges. Alors qu'il ne devrait pas augmenter les charges parce que les entrées ont augmenté. Donc, la première des choses à faire, c'est que je gagne telle somme, mais je reste d'abord en fonction de ce que je gagne. Donc, je peux avoir un budget standard, mais je dois chercher chaque fois à réduire, à diminuer.
À réduire et à diminuer. Si les frais d'électricité vous coûtent 10 000 francs chaque mois, pourquoi ne pas chercher à réduire, à éteindre vite la télé, à éteindre vite la climatisation? J'espère que vous n'allez pas dire aux gens de vite aller au lit si entre-temps ils ont l'habitude de regarder des films, des documentaires, enfin, certains programmes intéressants. Enfin, en tout cas, de BB24, parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent jusqu'à une heure quand même tardive. Monsieur Balogun, dites-nous, faire des économies pour vous, c'est quoi? En quelques mots. Faire des économies, c'est de pouvoir vivre, c'est de pouvoir avoir le confort au moment opportun. Parce que si vous ne faites pas d'économies, le moment viendra où il y a même, on peut même vous appeler pour dire, ah, il y a un terrain où il y a une voiture, il y a un voyage, il y a une opportunité, tu as combien? Mais parce que tu n'as pas l'habitude d'économiser, tu rates des opportunités. Donc au quotidien, nous ratons des opportunités parce que nous n'avons pas l'habitude d'économiser. Et ceux qui deviennent riches et qui deviennent grands, c'est des personnes qui ont toujours une poche à côté. Et l'économie, ce n'est pas forcément d'avoir de grosses sommes. Je voudrais quand même qu'on puisse se le rappeler. C'est déjà de mettre le petit franc à côté aujourd'hui, demain, prendre un autre petit franc et l'ajouter à celui qu'on avait là. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'économisent pas parce qu'ils pensent que je dois commencer avec 20 000, je dois commencer avec 30 000. 100 francs, c'est déjà économisé. Mais une dernière chose, c'est que je peux ne pas pouvoir avoir de l'argent à côté parce que ce que j'ai ne me suffit pas. Mais la chose qui est importante aussi, c'est que est-ce que ce que vous avez, est-ce que ça rentre juste dans la bouche ou bien vous êtes en train d'investir ça aussi dans quelque chose? Je peux ne pas pouvoir économiser, mais je sais que je gagne plus de connaissances, plus de valeur, j'achète plus de choses, je suis en train d'investir. Ça, c'est pas un problème. Et justement, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'on doit beaucoup plus privilégier pour ces fêtes-là le vestimentaire que ce qu'on mange, que ce qu'on envoie dans la bouche? Ça peut aider certains parents, je me dis. Oui. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ce que j'achète me rapporte. Qu'est-ce que j'y gagne? Si j'achète les jouets, j'achète les habits, j'achète la nourriture, ça me rapporte quoi? Je gagne quoi en retour? Je suis tentée de vous demander, est-ce qu'il y a des remèdes magiques qui marchent à tous les coups? Est-ce que, par exemple, on peut regarder dans son placard une tenue rapidement qu'on n'a pas portée il y a des mois et la remplacer rapidement par un achat qu'on devrait faire et ça nous permet de faire des économies? Surtout les femmes. Vous en avez beaucoup que vous ne portez pas, que les femmes ont beaucoup qu'elles ne portent pas, alors que ça, c'est de la richesse, c'est de l'argent. Vous pouvez vous pouvez vendre tout ce que vous avez, que vous ne portez pas, que vous n'utilisez pas. Vous avez des habits, vous avez des vêtements, vous avez des bols à la maison. Tout ce que vous n'utilisez pas peut rapporter de l'argent et vous permet de réaliser quand même quelque chose que vous désirez. Pareil pour les enfants. Pour Noël, qui est dans moins de 2 semaines, si mes calculs sont bons, c'est qu'on n'est pas aussi obligé, si on veut faire des économies, on n'est pas obligé de sortir de l'argent aujourd'hui pour aller leur acheter des cadeaux. On peut voir rapidement dans sa bibliothèque s'il y a un bon livre. Est-ce qu'on peut le faire, un bon livre ou une belle paire de chaussures que tel frère a? Vous savez pourquoi nous avons le problème du matériel en Afrique? Parce que les fins d'année, c'est toujours des cadeaux d'habits et de chaussures, de jouets qu'on nous achète. On ne nous achète pas des cadeaux de valeur, comme un livre. Moi, j'ai toujours prêché cet évangile, achetez un livre à votre enfant qui valorise la lecture. Mais lorsque vous l'achetez chaque fois des habits, dans sa tête, il se dit le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir, c'est un habit, c'est une chaussure. Alors que si c'est une chose de valeur, comme un livre, comme vous dites à votre enfant, cette année, mon cadeau pour toi pour la Noël, c'est une formation en informatique. C'est une formation, c'est un cours d'anglais, c'est un cours de ceci. Il faut qu'il valorise plus d'autres choses qui ajoutent de la valeur à sa vie. Ou un programme artistique qu'on peut lui faire découvrir à travers une danse de chez nous. Identifier un talent aussi dans l'enfant et dire, mon cadeau pour toi pour cette fin d'année, c'est que tu vas te faire former dans tel domaine où tu as la passion. Ça aussi, c'est un cadeau. Merci beaucoup, Monsieur Alès Balogun. Vous avez certainement de petits conseils à partager avec nous, peut-être tirés d'anecdotes. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, c'est un conseil que j'ai reçu de Aliko Dangote qui dit « Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas encore reçu ». L'argent que vous n'avez pas encore reçu, ne dépensez pas. Mais on le fait très souvent ici. On le fait tout le temps. Quand on est fonctionnaire, c'est vite arrivé qu'avant la paye, qu'on se dise, voilà, je vais prendre ne serait-ce que 15 000, je vais m'acheter la connexion Internet, je vais faire avec 5 000, je fais ceci, je fais ça.
c'est à proscrire. Mais est-ce que vous remarquez que même quand on n'arrive pas à faire ses prêts, on ne meurt pas? Ça veut dire qu'on pouvait vivre sans. N'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alex Balogun. C'était donc la rubrique Espère de ce soir où on parlait donc des fêtes de fin d'année, comment faire des économies. Faire des économies, nous en avons tous besoin et ça passe par de petits actes. N'achetez pas si, voyez si vous l'avez acheté ou il y a 2 ans ou il y a 3 ans que vous pouvez ressortir et ne vous mettez pas forcément à acheter des cadeaux si vous pensez que vos enfants ont déjà un carton plein de cadeaux qu'ils peuvent continuer à utiliser. Ça vous fera faire encore quelques petites économies que vous pourrez donc investir ailleurs et créer de la richesse. Mesdames, Messieurs, voilà, il est 19h45. C'est l'heure pour nous tous de suivre le journal. 19h45, c'est l'heure de la grande édition d'information sur BB24. Bonsoir et bienvenue, voici les titres. Les artistes béninois bénéficient-ils des droits d'auteur? La réponse semble très affirmative. Mais où en est-on dans la redistribution des droits d'auteur au Bénin? Nous avons posé la question à 2 catégories d'artistes béninois. Les détails dans ce journal. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Comment y parvenir? Les réponses dans un instant. Le climat et la météo, 2 éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous en donnera des précisions. Au Bénin, les artistes ont des droits exclusifs sur leurs œuvres. Pour rendre légal et légitime ces droits, la loi 2006 relative à la protection des droits des créations d'œuvres de l'esprit et des droits voisins a été votée et mise en vigueur. Cette loi permet au Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, BUBEDRA, de collecter les redevances et de les redistribuer à ces sociétés. Plus d'une décennie après, est-ce que les artistes entrent effectivement en possession de leurs droits? Réponse dans ce reportage de René Arossi et Stanislas Limpon. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la 2e tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport à il y a 5 ou 10 années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je ne dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le BUBEDRA ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristournes destinés aux artistes.
Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droit d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. Parlons à présent de l'hypertension artérielle. Elle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiovasculaires. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas. Même si plusieurs comportements à risque font partie du quotidien des hommes, la maladie peut être évitée et traitée. Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Kanchede et Louis Koudobo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables. Souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Le climat et la météo sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la recherche d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et de surtout savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Samson Thiomon et de Estelle Pazou. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons.
alors la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Des alternatives aux pesticides, c'est désormais possible. Ces substances utilisées pour lutter contre les organismes se révèlent nuisibles aux productions agricoles. Du coup, nombreux sont les paysans qui ont opté pour l'utilisation de nouvelles techniques en vue de préserver leur culture. Précision, Amandine Aniabosso. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, le mélange de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie.
Hors de nos frontières, au Togo, le système des Nations Unies ambitionne mobiliser 72 milliards de francs CFA pour ses actions dans les 5 prochaines années. Les actions ciblent 4 domaines prioritaires. Il s'agit de l'amélioration de l'employabilité et du potentiel entrepreneurial des jeunes et femmes, afin de favoriser l'accès à un emploi décent, au renforcement de l'accès des populations à un meilleur cadre de vie. Cette ambition du système des Nations Unies, déjà actée dans un document, est en phase avec les objectifs de développement durable, ODD, et les priorités de développement du pays. Le Cameroun lance une nouvelle campagne de détection des sites miniers dans 5 régions du pays. Cette campagne, qui s'achève officiellement en juin 2020, permettra d'explorer le sous-sol de ces 5 régions camerounaises afin de déceler leur potentiel minier. Les minéraux enfouis dans le sous-sol de ces nouveaux sites sont variés. Il s'agit notamment de l'or, du zinc, des terres rares, de l'uranium, du rutile ou encore du manganèse. Au thème de cette campagne, le Cameroun compte être doté de 13 nouvelles cartes géologiques étayant les ressources minières des zones jusqu'ici non exploitées en vue de porter la superficie du territoire désormais exploré de 40 à 70%. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à chacun en compagnie des programmes de BB24. Et c'était le journal le 19h45 avec Patrick Adjaboudjou. Et puis les programmes de BB24 sont en continu. Et le plateau de ce soir n'est pas encore terminé. Le dernier tournant, c'est bel et bien Autant savoir. Ils sont un élément important en matière de sécurité routière. Les panneaux de signalisation ou de circulation font partie du code de la route. Tous les usagers doivent les maîtriser pour ne pas créer des accidents. Les piétons y compris. Justement, nous allons, le temps de faire venir notre invité, M. Olaoni Pekou, regarder ce reportage de FIFAMEN sur les panneaux de circulation. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule, un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent, sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend.
Merci beaucoup pour ce reportage sur les panneaux de signalisation. Combien sommes-nous à connaître ces panneaux et à en décoder le véritable sens? En tout cas, pas beaucoup. Et vous avez eu des éléments dans ce reportage qui vient de passer aussi, des approches de solutions. Il faut qu'on puisse insérer cela dans nos programmes de formation. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Monsieur Olaonikpe Koumfal, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut parce que tout le monde doit maîtriser aujourd'hui le code quand même de la route? Tous ceux qui utilisent la route, c'est-à-dire tous les usagers de la route doivent maîtriser le code. Et quand M. Abdoussounon dit qu'il faut l'insérer dans les programmes scolaires, c'est simple. C'est des figures. C'est des figures géométriques, les panneaux. Donc, du coup, ces figures-là sont déjà enseignées. Il faut juste apporter leurs couleurs pour dire, ajouter, une fois ce triangle-là porte telle couleur, dans la signalisation routière, voilà le message que Mais justement, est-ce que ça ne fait pas beaucoup? J'ai l'impression que c'est tellement beaucoup que on va pas tout donner, on va juste donner des échantillons. Que même ceux qui ont leur code, leur permis de conduire, j'allais dire, arrivent parfois à faire des confusions entre ces panneaux. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas été bien formés. En tout cas, ils n'ont pas reçu la formation. Monsieur Olaonikpe Koumfal, on est là pour parler d'une catégorie quand même très importante de nos voies, de nos routes, les piétons qui font partie quand même des personnes vulnérables de la route, n'est-ce pas? Oui, les piétons font partie des personnes vulnérables de la route, mais c'est des usagers de la route aussi. Donc, ils sont astreints aussi au respect de la signalisation routière. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que les usagers de la route, soient-ils des piétons, des motocyclistes, tout le monde n'a que des devoirs, mais pas des droits. Comment cela peut-il s'expliquer? Oui, quand vous avez l'espace public, qui est la voie publique, où il y a des règles à respecter, vous n'avez pas de droits. Parce que si vous avez un droit, ça voudrait dire quoi? Votre droit doit primer sur le droit des autres. Non, vous avez des règles. Vous êtes tous des usagers de la route, donc vous vous conformez à ces règles-là. Et quand vous vous conformez à ces règles-là, ça veut dire quoi? La circulation devient facile, chacun sait ce qu'il a à faire et les règles s'appliquent et tout le monde gagne son compte. Maintenant, quelle doit être l'attitude de quelqu'un, un piéton, quand il veut se mettre en route pour aller d'un point A à un point B? Quel doit être son premier réflexe? Le premier réflexe d'un piéton, il doit d'abord marcher sur le trottoir, l'extrême droit de la chaussée, et marcher face au danger. Il ne doit pas donner dos au danger. Ça veut dire quoi? Il marche face au danger, ça veut dire qu'il marche à gauche sur la chaussée, et là il fait face au danger. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, toute signalisation qui est réservée pour cette catégorie d'usagers, ils doivent les rechercher dans la circulation pour en faire la demande ou l'utiliser. Il y a des passages piétons dans la circulation. Voilà. À ces endroits-là, uniquement les piétons doivent traverser. Donc, d'abord, il faut connaître ces endroits-là et pouvoir aller là. Parce qu'en ce moment-là, on parlerait de droit. Parce que si un piéton est à ce passage-là, l'obligation est faite aux autres usagers motorisés de s'arrêter pour pouvoir céder le passage à ce piéton. Là, on parlera de droit parce qu'il est à son passage. Mais quand vous traversez n'importe où, là, il y a un problème. Parce que les autres n'ont pas une signalisation qui les informe que vous devez passer par là ou traverser la chaussée à ce niveau-là. Merci. On va y aller pas à pas parce que le sujet est tellement sensible. On l'a dit tout à l'heure, les piétons, et nous sommes tous piétons à un moment donné. De toutes les façons, on n'a pas envie de prendre le véhicule ou d'aller à moto, à zé, mais même tout quand ça, vous prenez le véhicule, dès que vous arrivez, vous descendez, vous devenez piéton à l'instant. Donc, on est tous piétons, donc ça nous concerne tous. Je voudrais qu'on puisse parler des trottoirs justement qui sont réservés aux piétons. Mais aujourd'hui, vous faites le constat avec moi que déjà dans la ville de Cotonou ou dans les autres villes du Bénin, ces trottoirs sont pris d'assaut par certains vendeurs. Dans ce cas, que doivent faire les piétons? Non, les piétons en réalité ne peuvent que passer sur les trottoirs. Ils n'ont pas le choix parce que ne pas passer sur ne pas prendre pas le trottoir. Si vous marchez sur la chaussée et il y a un problème, les assurés sont tatillons. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, le piéton était où et tout. Donc la partie réservée pour les piétons sur la chaussée, c'est le trottoir. Maintenant,
Quand vous parlez de bonnes dames, moi, je vous dis, il y a un préfet dans ce pays-là... Il n'y a pas que les bonnes dames, hein, non, les bonnes dames, je les vous bons dis messieurs, que même les tout le autres... monde. Il y a un préfet dans ce pays qui a pris un arrêté... non, un chef de circonscription, si je ne me trompe pas, qui a pris un arrêté disant que lui, il autorisait les véhicules à être à cheval sur le trottoir et la chaussée pour stationner. Donc, à partir de ce moment, si l'autorité qui incarne la loi a fait cette autorisation-là, ce n'est pas aux bonnes dames seulement qu'on va s'en prendre. Monsieur Olaonik Pekoun, le piéton, qu'on le veuille ou non, il a aussi droit de circuler sur la voie. Bien sûr, c'est son droit le plus absolu, c'est un usager de la route. Et vous nous avez fait comprendre tout à l'heure qu'il n'a quasiment pas de droits, mais des devoirs. Mais justement, vous avez essayé tout à l'heure de ressortir un de ces droits quand même, il faut le relever, c'est les passages à clouter. Est-ce que justement tous les piétons savent qu'il y a des passages à eux réservés qu'on appelle des passages cloutés? Donc, votre piétons. question m'amène à rejoindre l'élément que j'ai dit, qu'il faut, c'est un problème d'éducation. D'éducation, de sensibilisation. De prévention, parce que les piétons sont des usagers vulnérables, nous avons dit, mais à partir de ce moment-là, il faut les sensibiliser assez pour dire les 16 passages cloutés ou passages piétons sont pour vous, si vous voulez traverser la chaussée d'un point à un point B, recherchez ces endroits-là et là, vous êtes tranquille. À ce niveau-là, si éventuellement quelque chose vous arrivait, vous êtes protégé parce que là, vous êtes dans votre droit. Et vous serez protégé par qui? L'assurance, la loi? Non, c'est la loi qui vous protège en ce moment-là. La loi dit qu'à ce niveau-là, vous avez le droit de traverser. Et une fois que vous vous engagez, là, tous les autres usagers de la route motorisée doivent attendre que vous traversez. Mais il y en a qui foncent et qui forcent le passage. Oui, c'est ça, c'est de l'incivisme. De l'incivisme. C'est le non-respect du code de la route. Et ça on doit punir cela. C'est puni, les lois sont là et qu'on met une loi en place. En cas de défaillance ou de non-respect, ce qu'il faut aussi est déjà prévu. D'accord. Nous avons connu ici, de par le passé, au Bénin, dans certaines villes, où il y a des piétons qui appuient sur un bouton et le feu s'allume vert. Où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui? Apparemment, ça a disparu, cette habitude. Non, ça n'a pas disparu, c'est l'entretien. Oui, le feu, c'est des signalisations qui fonctionnent par rapport à l'énergie. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont venir à l'énergie solaire pour que ces feux-là soient autonomes. Mais ces feux dont vous parlez, en réalité, c'était sur les grandes axes, où le piéton, pour traverser, doit faire la demande. Faire la demande, c'est-à-dire quoi? Il y avait des boutons qui étaient là, où quand il appuie, le feu, c'est lui qui allume le rouge en ce moment, pour que les autres usagers de la route motorisée puissent s'arrêter et que lui puisse, le passant en vert puisse passer. Donc, mais aujourd'hui, tout ça là, c'est faute d'entretien. C'est ça, c'est faute d'entretien parce que les feux existent, mais c'est pas entretenu, c'est plus fonctionnel. D'accord. Et je voudrais alors qu'on puisse rapidement citer les devoirs des piétons. Qu'est-ce qu'ils doivent faire désormais? Vous avez commencé par les citer tout à l'heure. Le piéton doit respecter la signalisation. Donc, ça veut dire que le pouvoir public doit informer le piéton par rapport à ces signalisations. La deuxième chose, il doit marcher à gauche sur la chaussée, ce qui lui permet d'être face au danger. Et je crois que ça, on enseigne déjà au CE1, CE2, tout le monde. Il doit marcher face au danger. Et ça, c'est la deuxième chose. Mais il doit être attentif, il doit faire attention à la circulation. Parce que vous avez des gens... Ça fait partie de ses devoirs. Oui, parce que vous voyez des gens, ils sont dans la circulation, ils marchent face au danger, mais il n'est pas là. Il pense à autre chose. Il pense à autre chose. Il doit être présent. Parce que la circulation... C'est vrai, si tout le monde se comportait bien, on n'aurait pas de problème. Mais dans le même temps, une fois on dit que c'est la circulation, ça veut dire quoi? Le danger pourrait survenir à tout moment. Donc, il faut être présent de corps, il faut chercher les passages piétons pour pouvoir traverser, marcher à gauche sur la chaussée et aussi le piéton, parce qu'il y a la courtoisie dans la circulation. Il y a aussi la courtoisie. Parce que la courtoisie, c'est que quand bien même vous avez raison, quand bien même c'est à vous de passer, mais vous devez tenir compte de moi aussi. Donc le piéton aussi, ils sont vulnérables, certes, nous devons tenir compte d'eux, mais le piéton doit faire attention parce qu'il s'agit de lui, il n'est pas protégé. Voilà. La vie n'a pas de prix, la vie ne s'achète nulle part. Le slogan la dernière fois par les Nations Unies par rapport à la rapidement, Monsieur Olaonik Pekoun. À la journée des victimes, on dit
la vie n'est pas une pièce de rechange de voiture. Merci beaucoup et voilà qui clôture très bien en tout cas cette rubrique Autant savoir où le temps ne nous a pas vraiment suffi pour aller découvrir encore d'autres devoirs des piétons. De toutes les façons, vous avez compris, la vie n'a pas de prix, elle ne s'achète nulle part. Les scientifiques n'ont pas encore réussi ce challenge-là. Voilà, il faut qu'on puisse conserver notre souffle de vie en étant très attentif sur nos axes routiers. On reviendra avec d'autres usagers de la route et voir un peu leurs droits et leurs devoirs. C'est donc fini pour l'émission de ce soir. Nous allons retourner rapidement du côté de la régie pour voir quelque chose et on revient clôturer. Merci à vous tous qui avez fait ce voyage avec nous. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces instants de télévision sur BB24. On vous remercie et on vous retrouve la prochaine fois. Bonne soirée.